Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. En Guinée, au lendemain du coup d'État mené par le colonel Mamadi Doumbouya, les organisations africaines et la communauté internationale ont réagi. Elles condamnent la prise du pouvoir par les armes et demandent la libération du président déchu Alpha Condé. Siandou Fofana, le ministre ivoirien du Tourisme, a été élu président du comité exécutif de la section africaine de l'OMT, élection qui a eu lieu au Cap-Vert lors de la réunion élective de la Commission régionale africaine de l'OMT. Et puis fermeture en Afrique du Sud du musée Lilith Leaf au lieu de la lutte anti-apartheid. Le musée a été victime des conséquences économiques de la crise sanitaire. Les organisations régionales africaines ont réagi après le coup d'État militaire en Guinée contre le président déchu, Alpha Condé. L'Union africaine et la CEDEAO ont condamné la prise du pouvoir par les armes et demandé la libération d'Alpha Condé. Nathalie Mo. Le chef du groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée, aussi bien entraînée qu'équipée, a pris d'assaut le palais présidentiel de Guinée et a renversé le pouvoir en place depuis 11 ans. À sa tête, l'homme qui était jusqu'ici quasi méconnu de l'opinion internationale se présente comme le porte-parole des putschistes. Le colonel Mamadi Doumbouya déroule dans sa déclaration fermement le nouvel ordre politique. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya qui est rentré de la Guinée, qui a été découvert récemment à l'occasion même du 60e anniversaire de notre indépendance, c'était en 2018, qui était un grand méconnu du peuple, mais à partir de ce défilé, il a su conquérir les cœurs des Guinéens, il s'est fait une image. Ancien légionnaire de l'armée française, le colonel Mamadi Doumbouya est un officier breveté de l'école de guerre qui possède, selon certains experts, une quinzaine d'années d'expérience militaire. Expérience acquise notamment lors de missions opérationnelles en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en République centrafricaine et de protection rapprochée en Israël, à Chypre, puis en Guinée, son pays d'origine. C'est cet homme aujourd'hui qui est parvenu, si on peut se le dire, à libérer la Guinée de 11 années de dictature, parce qu'il faudrait le reconnaître. Ces 11 années de Alpha Condé étaient principalement caractérisées, comme l'a dit l'armée, par la corruption, le détournement, le népotisme, le favoritisme et tous ces facteurs qui sont nuisibles à la bonne gouvernance. Le détournement, le népotisme, le favoritisme et tous ces facteurs qui sont nuisibles à la bonne gouvernance. C'est une nouvelle page de l'histoire de la Guinée qui s'est écrite ce 5 septembre 2021 avec comme personnage principal le colonel Mamadi Doumbouya. Il se présente aujourd'hui comme l'homme de la situation pour mettre un terme au dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice et le piétinement des droits des citoyens, d'après ce qu'il a déclaré lui-même dans l'après-midi du dimanche 5 septembre 2021. Et toujours en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a interdit la sortie du territoire pendant la transition des anciens ministres et présidents d'institutions. Déclaration faite ce lundi 6 septembre lors d'une conférence tenue au palais du peuple de Conakry. Le chef de la junte militaire de la Guinée, qui a pris le pouvoir ce dimanche 5 septembre, a assuré qu'aucun règlement de compte ne sera opéré. Il a également annoncé la fin du couvre-feu dans les régions minières. Dans son discours, le colonel Doumbouya a également dénoncé, selon lui, le comportement peu honorable des élites et promis de mettre en place les bases d'une transition sous le signe de l'espérance. Et Alpha Condé, président déchu désormais aux mains des militaires, l'opposant historique au régime militaire successif en Guinée, avait été élu démocratiquement en 2010. Il est réélu en 2020 pour un troisième mandat très contesté. Sa promesse d'une ère nouvelle n'aura pas suffi. Retour sur son parcours politique avec Samantha Sabero. Candidat malheureux aux élections présidentielles de 1993 et de 1998, ce n'est que le 21 décembre 2010 qu'Alpha Condé accède à la magistrature suprême de Guinée. Premier président démocratiquement élu depuis le renouveau démocratique, Alpha Condé promettait de relever le pays et de restaurer l'état de droit en Guinée. Il promettait alors une ère nouvelle et un profil à la Nelson Mandela. Je pense qu'on ne peut pas parler de bilan positif en termes de gouvernance pour Alpha Condé. Dès le moment où il a dévoilé la constitution pour se permettre d'avoir un troisième mandat, toutes les choses qui se disent et dans le contrat aussi c'est dit. Ce qu'on sait, il n'a pas laissé l'image de quelqu'un pour qui les gens, toute l'Afrique s'est battue quand il était opposant historique aux différents régimes en Guinée. Et quand il est arrivé, c'est pourquoi tout le monde était heureux qu'il soit le président de la Guinée. Malheureusement, sa gouvernance n'a pas été à hauteur de son parcours. Mais après 2 mandats successifs,
Il espère s'offrir un nouveau mandat. Alpha Condé modifie alors la constitution guinéenne en mars 2020, malgré les colères et revendications portées notamment par le mouvement du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. Il finit par briguer un troisième mandat problématique. La modification constitutionnelle est une boîte en Pandore. Vous donnez des prétextes à n'importe quel officier de perpétrer un coup d'État. Tant qu'on reste dans la légalité, on se met à l'abri de certaines choses. Malheureusement, en brigade en troisième mandat, Alpha Condé s'est mis en danger et aujourd'hui, il semble être victime de cette décision. Près d'un an après sa prise du pouvoir, celui en qui les Guinéens avaient placé leur espoir d'une nouvelle Guinée est renversé par une frange de l'armée, portée par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Ce qui semblait être une mutinerie s'inscrit dans l'histoire de la Guinée au soir du dimanche 5 septembre comme le troisième punch de l'histoire de Guinée. Le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, a été élu à la tête du comité exécutif de la section africaine de l'OMT, élection qui a eu lieu lors de la réunion élective de la Commission régionale africaine sur l'île de Sal au Cap-Vert. Les précisions avec Philomentine. Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a été élu à l'unanimité président du comité exécutif de la section africaine de l'Organisation mondiale du tourisme. C'était en marge de la 64e réunion de la dite commission tenue conjointement du 2 au 4 septembre avec la deuxième édition du Forum mondial de l'OMT sur l'investissement touristique en Afrique. Une élection qui fait honneur à la Côte d'Ivoire qui abritera le 27 septembre prochain la 43e journée internationale du tourisme. C'est une occasion de remercier à nouveau l'ensemble de mes pairs africains qui ont accepté de porter ma candidature comme étant la candidature de l'Afrique pour diriger cet important instrument qui permet d'avoir le secteur privé dans sa diversité et comme le secteur parapublic pour accompagner l'élan de développement du tourisme mondial. Au nombre de ses actions phares, le ministre ivoirien Siandou Fofana a permis à son pays de se doter d'une puissante stratégie nationale de développement du secteur, censée faire rayonner le pays à l'international et débloquer les investissements dans le secteur. Baptisée Sublime Côte d'Ivoire, cette stratégie s'étend sur la période 2018-2025. Elle verra la mise en place de nombreux projets économiques, culturels, artistiques d'envergure et devrait à ce titre, selon l'initiateur, générer 650 000 emplois qualifiés et faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine d'ici 2025. Le projet touristique initié par le ministre Siandou Fofana est un ambitieux programme pour le développement touristique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des atouts non négligeables à faire valoir au point de vue touristique, tant pour ses diversités folkloriques, ses cuisines, la beauté de sa faune et de sa flore, ses lagunes, ses plages et ses sites artisanaux et ses villages traditionnels. Le secteur touristique pourrait drainer beaucoup d'amoureux de la nature et de la biodiversité et ainsi générer des emplois et des entrées de devises pour le bien-être de la population et casser ainsi la dynamique de l'émigration. C'est un très beau pays à visiter. Ces dernières années, la diplomatie du secteur touristique ivoirien s'est davantage renforcée sous le leadership du ministre Siandou Fofana. En 2019, il a été élu au conseil exécutif de l'OMT avant de prendre en 2020 la tête de la commission de validation des membres affiliés de l'instance mondiale. En Afrique du Sud, le musée Lily Leaf a fermé ses portes alors que le pays célèbre en ce mois de septembre son patrimoine. Ce haut lieu de la lutte anti-apartheid a été victime des conséquences du Covid-19 dans le pays. Marie-Raphaël Antolo. En Afrique du Sud, le musée Lily Leaf, lieu de réconciliation, de commémoration et de rattachement pour de nombreux Sud-Africains, sera désormais fermé. Ce musée considéré comme le lieu historique témoignant les batailles des aïeux pour le pays, mais aussi comme source majeure de revenus touristiques du pays, se ferme en raison du Covid-19 qui rend son entretien difficile. La fermeture d'un musée, peu importe le pays, pour moi, qui suis très engagée dans la défense de tout ce qui tourne autour de la culture, c'est une tragédie parce qu'un musée, c'est un lieu de mémoire, un lieu de souvenir, un lieu où on vient pour se remémorer du passé à ne absolument pas reproduire. Aujourd'hui, on voit que dans nos pays, nous avons un réel problème de mémoire. Dans nos pays, je parle des pays africains,
tous les vestiges du passé sont en train d'être effacés parce qu'il n'y a pas de réelle volonté de la part de nos gouvernements et les populations sont très peu nombreuses à s'y intéresser. Alors que ça a un impact clair. Aujourd'hui, pas besoin d'être devant. Quand vous voyez des enfants qui ont visité certains lieux mémoriels à un certain âge, ils ont plus conscience de certains événements et leur sens patriotisme est beaucoup plus élevé. Et ils ont aussi beaucoup plus de culture générale. Dans un communiqué, le ministère de la Culture sud-africaine détaille avoir aidé le musée à hauteur de 4 millions d'euros sur 13 ans. Le ministère de la Culture reproche par ailleurs à la direction de l'institution d'avoir en 2015 utilisé 470 000 euros d'aide pour des coûts de fonctionnement et non pour rénover les infrastructures comme le stipulait un accord. Le musée qui a vu le pays faire face aux troubles apartheid gardera ses portes fermées jusqu'à nouvel ordre. Je n'ai pas l'impression qu'on en aura conscience maintenant parce qu'en ce moment, avec la COVID-19, tout passe au second plan. On se dit que ce n'est pas important. On se dit que la culture, avant la culture, il y a la santé, il y a ça, il y a ça, il y a ça et tout. Mais la culture, au début et à la fin de tout, c'est grâce à la culture, grâce à la sauvegarde de la mémoire, à la préservation des traces de notre histoire. C'est ça qui nous évite de reproduire les erreurs du passé. Et aujourd'hui, effacer ça, vu que ce n'est pas le seul musée en Afrique du Sud qui risque de disparaître, ce serait dommage. Et l'État devrait beaucoup plus s'impliquer, même s'il dénonce des problèmes de gestion. D'après les autorités, le musée Lilith Leaf restera fermé pour une durée indéterminée. Pour les citoyens sud-africains, il est le temple qui abrite et représente toute l'histoire du pays. Et la fermeture d'un tel monument fera disparaître le patrimoine historique du pays. À en croire la responsable de la Fondation pour le patrimoine Johannesburg, Cathy Monroe, il faut au secteur culturel un plan national pour renaître. Et rencontre à présent avec l'artiste, sculpteur et plasticien béninois Shadrach Aïsso. L'artiste réalise des œuvres artistiques avec de la ferraille. Fils de ferronnier, il perpétue son héritage à travers ses créations. Reportage de Lev Siono. Né d'un père ferronnier, designer spécialiste en fer forgé, Shadrach Aïsso a commencé à s'intéresser au métier de son géniteur à l'âge de 10 ans. Sa passion a pris le dessus sur ses études et il a décidé d'apprendre à ses côtés pendant 5 ans. Après avoir reçu son attestation, Shadrach Aïsso a ouvert son atelier afin d'exprimer son talent. Il explore les dimensions artistiques de sa matière première qui demeure l'acier. Il poursuit son aventure en France où il s'est installé en 2018. L'artiste, sculpteur et plasticien a su travailler la ferraille en lui donnant toutes les formes possibles. En vacances à Cotonou, il met en lumière ses pièces sculptées intitulées Équilibre. Elles représentent le quotidien de l'humain. C'est le travail que je fais, donc je n'ai pas toujours d'une ligne droite, ce qui représente le jour de naissance. Et après, je pars de là pour donner des formes à mes pièces, mais tout en jouant avec l'équilibre. Donc c'est comme là, par exemple, voilà, vous voyez, la pièce, elle bouge toute seule, mais malgré ça, elle tient debout. Et c'est une ligne droite, donc c'est à peu près ça en fait. L'exposition de Shadrach Aïsso dénommée Équilibre révèle des pièces métalliques modelées sous plusieurs formes assises sur des spirales. On y découvre une série de masques dont l'un est intitulé Avant, Pendant, Après. Il s'agit de la 3e pièce de la série qui révèle 3 visages en un. Je trouve ça abstrait, je trouve ça intéressant aussi, ce thème sur l'avant, le présent, l'après. Et j'aime bien le matériel utilisé par l'artiste en fait. J'aime beaucoup la forme des courbes sur les fers à béton. Il y a une sorte d'harmonie, c'est très joli. J'aime beaucoup aussi les visages en ferraille. C'est assez bien fait, oui. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est le vernis marin qui met dessus et qui donne un côté reluisant et un côté huilé, vernis à l'œuvre qui la rend assez brillante. Fort de ses 10 ans d'expérience dans le domaine des arts, Shadrach Aïsso, artiste, sculpteur et plasticien, envisage d'œuvrer pour la formation de la relève au Bénin. Son exposition Équilibre a cours jusqu'au 16 octobre 2021 à l'espace culturel Calebasse à Cotonou au Bénin. Et du sport à présent avec les qualifications de la Coupe du Monde 2022 en zone Afrique se poursuivent. Plusieurs matchs d'équipes africaines sont prévus ce mardi 7 septembre pour le 2e tour de la compétition.
Parmi eux, la Guinée équatoriale et la Mauritanie qui s'affronteront à Malabo. Le Burkina Faso affrontera l'Algérie à Marrakech, au Maroc. Le Soudan et la Guinée-Bissau s'affronteront à Khartoum, ou encore le Congo qui affrontera le Sénégal à Brazzaville, et la Zambie et la Tunisie à Ndola. D'autres matchs sont également prévus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.